Cette émission vous est offerte par la LONASI. C'est l'année de la jeunesse. Saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle. C'est votre jour de chance. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Nous parlerons avec lui de la révision de la liste électorale, la tournée nationale initiée par le président du parti, Tidiane Tia, les raisons de la convocation de Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline du parti. Que disent les textes? La demande de report de convocation formulé donc par la partie Billon, les échanges publiés par Billon portant sur le conseil de discipline et ses avocats, la sortie de la vice-présidente du parti, la position du président Thiam et la date de la future convention. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. En tout cas de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont là pour avec le porte-parole du PDCI faire toute l'émission, mais surtout savoir, in fine, est-ce que le PDCI ira en rang serré à la grande rencontre d'octobre 2025. Herman Aboua est avec nous, Pascal Kwame-Soukier est avec nous, Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir à vous, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand oral, donc avec le porte-parole du PDCI qui arrive. Alors, entre les questions récurrentes de convocation de Jean-Louis Billon, qui fait donc face à une résistance, on va dire farouche, de certains caciques du parti, il faut rappeler qu'il était conseillé, du moins convoqué par le conseil de discipline de celui-ci, notamment pour des accusations de troubles à l'unité du parti. Ces démarches, en tout cas, sont perçues par certains cadres comme des facteurs de division. De l'œil extérieur, en tout cas pour certains observateurs, le PDCI est en train de se fracturer. Est-il en accord avec ce point? Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Pas de plaisir. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Le PDCI est-il en train de se diviser pendant que les autres partis se préparent pour aller en rang serré à ce grand rendez-vous d'octobre 2025? Merci beaucoup, madame. Je pense que, avant de commencer, je voudrais vous remercier sincèrement. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois. Vous avez fait beaucoup, surtout lors des funérailles du président Henri Konan Bédié. Franchement, j'ai donc décidé, au cours de cette discussion, de vous donner la primeur d'une information. Ah ouais, donc, très bien. Bravo. Déjà, on applaudit. Quelle est cette information dont nous avons la primeur? Nous avons bouclé tout à l'heure que le président Thiam fera sa prochaine sortie à l'occasion de ses 12 mois à la tête du PDCI à Boisseau. Vous êtes les premiers à qui l'apprennent. Donc je vous donne cette information. On pourra en parler si vous voulez bien. Bien sûr. Voilà. Alors, PDCI, ça va s'assurer. Oui, en attendant le grand rendez-vous d'à Boisseau en ce moment-là, vous partez à Boisseau divisé, vous partez unis au vu de tout ce qui se passe? Non, nous ne partons pas à Boisseau divisés, nous ne sommes pas divisés. Voyez-vous, le PDCI est un parti, un grand parti. Un parti tout au long de sa vie qui est formé par la discussion, la confrontation d'idées, la compétition. Et quelquefois, ça a été un peu dur, mais on finit toujours par s'entendre. Parce que la démocratie aussi, c'est l'expression des idées et l'expression des volontés diverses. Mais au finish, il faut qu'à la fin, quand on a décidé, soit par consensus, soit par vote, tout le monde s'allie. Nous sommes donc dans une phase d'ambition. Et au PDCI RDA, les ambitions sont permises. Les ambitions sont permises. C'est la raison pour laquelle le président Houphouët-Boigny avait instauré ce qu'on appelle la journée du dialogue national. Pour permettre à tout le monde. Ce qu'on disait au président Houphouët-Boigny pendant la journée du dialogue national, on ne pensait pas qu'on pouvait le dire. Et le PDCI a gardé ça en héritage. Selon plusieurs formes, selon plusieurs choses, mais le parti le plus démocratique en Côte d'Ivoire, où on peut s'exprimer, où on peut affronter, où on peut défier, c'est le PDCI RDA. Très bien. Alors là, vous partez donc en rang serré. Vous êtes un parti démocratique, mais vous ne supportez pas, en tout cas, l'indiscipline. C'est ce que vos textes, en tout cas les communiqués donc référents à Jean-Louis Billon, affirment. On va écouter Herman Aboua sur... D'accord, ok. Monsieur Bredoumi, c'est vrai que vous êtes très optimiste aujourd'hui. On voit un discours qui est carrément un peu alambiqué par rapport à celui que vous avez tenu lors de votre point de presse. Mais en même temps, j'en viens à ma question. En tant que porte-parole du PDCI RDA,
Que pensez-vous de cette sorte de fratricide, même si vous ne l'admettez pas, auquel on assiste au sein de votre parti, avec même des audios dans lesquels on entend des propos loin d'être cordiaux? Je fais référence à l'audio qui aurait largement circulé, qu'on attribuerait à M. Zarou Kofi Ahmed, membre de votre parti. Pourquoi tout le PDCI-RDA semble traquer de Jean-Luc Billon? Le PDCI-RDA a une seule voix. C'est la voix du président du parti. C'est la seule voix. Et c'est cette voix que je porte. Dans une cour, dans une maison, on se discute. Même quand on a un papa, quelquefois on se met quelque part dans le coin de la maison pour discuter. Et moi, je n'ai pas changé de position. J'ai dit que tout peut se dire, tout peut se faire, mais dans la discipline. Et ça, c'est la voix du président. C'est la voix de toute son organisation. Même dans l'armée, où on tire les fusils, il y a la discipline. Donc, nous disons, tout est permis. C'est quand tout est permis qu'on ne tolère pas l'indiscipline. C'est quand c'est fermé qu'on se dit, c'est parce que c'est fermé. Mais c'est permis. Chez nous, la candidature ne s'exprime pas devant sa femme seulement. Ça s'exprime partout. Que reprochez-vous à Jean-Luc Billon? Hein? Que reprochez-vous à Jean-Luc Billon? Non, on dit à M. Jean-Luc Billon que ses ambitions sont légitimes, mais dans le cadre des règles du parti. Nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas aller se mettre quelque part et puis faire des invectives à son chef. Ça, je pense que dans toute société, c'est comme ça. En référence à ce qu'il aurait dit que le PDC serait un parti devenu mal un club de géré, le soutien. président ne fait rien. Vous voyez, c'est quand même, pour des jeunes gens, nous sommes d'une certaine génération. Nous devons céder le pouvoir à jeunes gens. Et nous devons leur donner les règles de bienséance. Et les règles de bienséance, madame, je pense que quand on a un chef, chez nous, les Akans, peut-être que c'est trop, chez nous, on appelle ça la chaise. C'est le symbole. La chaise royale. La chaise royale, c'est le symbole. Là, c'est le parti politique. Et le parti politique aussi, c'est c'est l'organe suprême. C'est la personne la plus qui représente, qui a la vision, qui incarne le parti. À quand alors la Herman, on va convention permettre à ce que les autres... pour faire Herman, taire tout cela? permettons aussi aux autres de poser des questions, s'il vous plaît. La question, une fois, je ne sais plus laquelle vous avez posée Pas maintenant. de la convention. Vous avez répondu à toutes mes questions, rassurez-vous. Nous pensons que je l'ai répété dans aucune intervention, je n'ai dit qu'il n'y aura pas de la convention. Très bien. Il y aura une convention et je suis allé plus loin pour dire qu'elle sera compétitive. Et même on peut faire des exceptions. Si telle est la situation pour que nous puissions nous entendre, les exceptions seront faites. Mais par contre, ceux qui veulent aller au-delà de la convention, malgré la convention, ceux-là, je m'excuse, ils n'ont qu'à nous laisser la paix. Ça, je l'ai dit. Question. Monsieur Bredoumi, j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Ah oui, ça se voit. Oh, oui. Contrairement à Tidiane Thiam, Jean-Louis Billon a une longue expérience au sein du PDCI RDA. Oui. Et connaît les réalités locales au niveau de la Côte d'Ivoire. Ne trouvez-vous pas paradoxal qu'un parti comme le PDCI, qui valorise l'engagement militant, puisse envisager de privilégier une personnalité moins impliquée? Quand je parle de moins impliquée, n'oublions pas que M. Tidiane Thiam a fait 24 ans dehors avant de revenir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît les réalités du pays? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Billon n'a-t-il pas le droit de dire qu'il veut être candidat? Et est-ce que vous n'avez pas envie de l'empêcher, justement, par votre conseil de discipline du Bélier? Non, attendez, il y a trois choses que vous parlez. En récapitulatif, Daouda, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? La première des choses. M. Tidiane Thiam n'a pas l'expérience, il est du venu. terrain. Parce La que deuxième chose, M. Billon n'a pas les ambitions. Oui. La troisième chose, est-ce que quand le conseil de discipline du PDCI le convoque, n'est-ce pas une manière voilée de l'empêcher d'être candidat? Donc ça, c'est la question. Donc on va aller point par point. Monsieur Tidiane Thiam, rappelez-vous, n'est peut-être pas le plus ancien que M. Billon dans les arcanes du PDCI. Quand le président Bédi était au pouvoir, lui était au bureau politique, ministre de la République, DG de Binet. En ce moment-là, M. Billon, peut-être plus jeune, ou autre chose, n'était pas dans les arcanes du parti. La preuve, il n'a pas pu avoir les 10 ans des bureaux politiques pour être candidat. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui... Et puis, la diaspora fait partie du dispositif militant du PDCI-RD. La diaspora. Est-ce que vous me permettez de faire une précision sur cette question de bureau politique? Quand on sait que M. Tidiane Thiam a été obligé de se mettre à jour. Mais se mettre à jour, quand on est au bureau politique, tant qu'on n'est pas exclu, on est au bureau politique. Mais il n'était pas là. Mais il n'est pas là. On ne va pas faire un débat. Quand on est à l'extérieur, quand on est ambassadeur, quand on a un travail à l'extérieur, on a aujourd'hui, une des plus grandes bases du PDCI, c'est la diaspora. Et c'est mieux que même quelqu'un de la diaspora puisse venir vers sa loge. Ça montre que où qu'on soit et quel que soit ce qu'on fait, quand on a du mérite, on peut te faire appel.
Alors, discriminer par rapport à la diaspora, est-ce que c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui? Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous travaillez pour la Côte d'Ivoire, vous servez la Côte d'Ivoire, et puis parce que vous avez vécu à l'extérieur, alors on vous dit non, vous êtes pénalisé. Êtes-vous en train de nous dire que Makin, c'est prudentiel, il travaille pour la Côte d'Ivoire? Daouda, s'il vous plaît, permettons que la parole tourne. Deuxième point que vous avez soulevé. S'il vous plaît, monsieur Bandou, vous permettez. Permettons que la parole tourne pour que tout le monde puisse avoir le temps de poser des questions, je vous en prie. Une question, à la limite, une relance, et puis on continue, je vous en prie. Mais donc, répondons à la question. C'est important, c'est important. Mais les Ivoiriens ne travaillent pas tous pour la fonction publique. À ce que je sache. Quand vous travaillez dans une structure, que la structure vous affecte à Washington, ou que vous affectez à Londres, alors vous n'êtes pas Ivoirien, vous ne servez pas le pays. Vous donnez l'image du pays. M. Tidjane Diam est celui qui a donné une image de la qualité de la formation du pays dans tout le monde entier. Et ça, les Ivoiriens doivent en être fiers. D'accord. Très bien. Marius, comment est la question n'a pas été répondue. La dernière question, c'était celle du Conseil de discipline. Conseil de discipline, est-ce que ce n'est pas une façon de l'empêcher? Dernière question. Un conseil de discipline n'est pas forcément une sanction. Le mot commence par conseil. Le mot commence par conseil. Mais c'est quand même de discipline. Hein? Ah oui, mais c'est ça. Quand nous avons notre famille, nos enfants, qu'à un moment donné, tous les enfants venaient, je vous avais. Tout le monde a un peu peur. Mais à la fin, on vous dit, voilà la voie à suivre. Si vous comprenez que vous avez intérêt en commun et que l'union et la discipline peuvent vous permettre de gagner, alors on y va. Maintenant, si vous continuez malgré tout, alors les sanctions font. Je ne peux pas présumer ce que le Conseil va dire, mais le Conseil de discipline n'est pas automatiquement une sanction. Pascal et ensuite Marius Komoye. Oui, monsieur le porte-parole du PDCI-RDA, bonsoir de nouveau. Bonsoir, madame. De report en demande de justificatif ou de pièces avant de se présenter, si depuis le 4 décembre, date à laquelle vous avez convoqué monsieur Jean-Louis Billon, jusqu'à une éventuelle fixation de date de convention, cette convocation n'était pas honorée. Est-ce que les textes prévoient une deadline à ces différents reports, même si justifiés, semble-t-il, par M. Jean-Louis Billon? Le Conseil de discipline, ce n'est pas un tribunal. Ça, je peux vous le dire. Le Conseil de discipline ne fonctionne pas comme un tribunal. Il peut donc ne pas se présenter si les raisons sont bonnes jusqu'à la Convention. Écoutez, le Conseil de discipline, tel que je connais, le PDCI est un parti de dialogue. Ce n'est pas un tribunal. Le Conseil de discipline a pour rôle d'écouter, d'abord. On ne peut pas sanctionner, on ne peut pas accuser quelqu'un sans l'avoir entendu la personne elle-même. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'on s'accorde sur ce qu'on doit faire. Est-ce que les raisons qu'il apporte, est-ce que ces raisons sont valables? Est-ce qu'on peut trouver une solution en interne? S'il émet des idées pour lesquelles il a été empêché, ce que je ne crois pas, alors on trouvera une solution. Mais le parti, M. Jean-Louis Billon, vous savez, quand on parle d'une personne, il faut savoir dissocier la personne et le rôle. En tant qu'individu, il n'y a pas de problème. Mais là, il est un militant. Un militant, il y a des règles de fonctionnement du parti. Où on est militant, on respecte. Où on n'est pas militant, et ce que je l'ai dit, en ce moment-là, on va ailleurs. Mais les règles sont claires. Il y a des organes qui sont là. Il y a des structures qui sont là. Si vous avez un problème, vous les saisissez. Il y a le Conseil des sages. Je peux vous même dire que, de manière ad hoc, il y a un certain nombre de doyens qui l'ont rencontré. Il y a un certain nombre qui l'ont rencontré plusieurs fois. Et donc, on essaie de faire comprendre que vous êtes... Au départ, on a dit quoi? On a dit, les gens ne veulent pas qu'il y ait la convention. Que c'est une convention d'investiture. Alors, les textes disent que c'est une convention d'investiture. On dit le candidat du parti est désigné à la convention qui finit le programme, mais cette convention s'appelle la convention d'investiture. Donc, ce n'est pas parce qu'on appelle ça convention d'investiture que c'est fermé. Et moi, je suis parti par 3 fois pour dire qu'il y aura une convention, elle sera compétitive. Alors, je ne comprends plus donc pourquoi il y a ce truc. Alors, on attend, et puis on va à la convention, on prépare. Et la convention, il y a des membres, il y a des éléments qui constituent la convention. Vous pouvez aller les aborder. Mais le parti dit, on ouvre une campagne, après le bureau politique, pour appeler la candidature, on fait la campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, nous, on peut se dire, on commence à faire la campagne officielle, elle s'ouvre et elle se ferme, n'est-ce pas? C'est comme chez nous, on va se faire s'ouvrir. Donc, moi, je ne vois même pas de problème. Pour le PDCI-RDA, pour le président Thiam, il n'y a pas de problème Billon. Il y a le problème du PDCI qui veut organiser sa convention, qui veut aller gagner les élections. Voilà. Très bien. Marius Komoye. Monsieur le porte-parole, tantôt vous parliez donc d'indiscipline, en appelant donc de tous vos voeux l'instauration... C'est une question de discipline, il n'y a pas de question d'indiscipline. C'est une question d'indiscipline, peu importe. L'essentiel, c'est que le mot indiscipline a été lâché.
Ce qui sous-entend qu'au PDCI, on ne fait que allusion à la discipline pour les présidentielles de 2025. Avez-vous souvenance qu'au PDCI, l'indiscipline a toujours caractérisé à certains moments certains des cadres de ce parti, dont le secrétaire exécutif actuel, M. Emou Sylvestre, qui par 2 fois s'était opposé au choix donc, du parti en se présentant donc candidat contre Mme Feu à Kangui, à Port-Boué, à la communale. Alors, a-t-il été envoyé en conseil de discipline? Il n'y a pas eu de primaire. Mais a-t-il été envoyé en conseil de discipline à cette époque? Mais il a été sanctionné. Ben non. Il a été sanctionné. Permettez qu'il réponde aux questions. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné. Et vous vous rappelez aussi que, tout dernièrement, quand on devait aller à Cocody, dans certains endroits, ils ont été sanctionnés. Mais après, on est revenu à la clémence. Vous avez laissé tomber? Non, on a laissé à la clémence. Le PDCI est une famille. Il faut que tu saches que ce que tu as fait n'est pas bon. Et à un moment donné, on te fait appel. C'est ce qu'on demande. Voilà. Et d'ailleurs, on ne les a pas exclus. Hein. On n'a pas pris de blâme, rien. Voilà, on les a suspendus seulement. Et puis après, donc, ça n'a aucun effet sur leur carrière politique au PDCI-RDA. Très bien. Herman? À la ligne où on va, est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA pourrait s'inspirer du PASTEF du Sénégal, c'est-à-dire que Thiam, qui serait peut-être pas candidat, finalement, par la Constitution, j'en sais rien, je fais juste une analyse. Est-ce que, en ce moment-là, Jean-Luc Billon pourrait être le plan de substitution? C'est une question juste pour voir si on peut s'inspirer, le PDCI-RDA a la capacité de s'inspirer du cas PASTEF. Non, vous voyez, vous, les Ivoiriens, on a pas éducatif. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Allez-y. Nous ne sommes pas dans le cas du PASTEF. Nous sommes dans un cas du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, c'est un parti qui est organisé, qui a ses règles, qu'il faut les appliquer. Monsieur Ousmane Sonko et eux ne se sont pas bataillés. Voyez-vous? Donc, et Diomaye Faye. Et Diomaye Faye ne sont pas bataillés. Ils n'ont pas de site ouvert, etc. Et puis, nous n'avons pas ce problème. Le PDCI-RDA a un candidat qui remplit toutes les conditions pour aller aux élections. Donc ça, ce n'est pas un problème. Souvent, j'entends les gens, mais tiens, on ne veut pas être candidat. Mais Sonko remplissait aussi les conditions. Mais c'est la violence. C'est la violence. Vous voulez qu'on aille en violence? De dire quelque chose quand même. Il dit le PDCI-RDA a un candidat qui va aller aux élections. Oui, le PDCI-RDA, pour nous, jusqu'à ce que la convention, les gens, quelqu'un qui a eu 96% du même électorat. En moins d'un an, ça peut s'éroder, mais pas jusqu'à moins de 50%. Donc il y aura une convention bientôt. Ah oui, il y aura une convention. Donc, pour nous, voyez-vous, c'est comme le premier de la classe, sauf s'il est malade. En général, il est toujours premier ou deuxième. Est-ce que vous ne fermez pas la porte à l'expression démocratique en disant qu'ayant eu 96% des voix pour être élu président, ce serait par extraordinaire qu'un autre candidat émerge? Non, je n'ai pas dit qu'il je dis qu'il perde l'élection. Quand je parle c'est le même électorat. Attendez. Alors, le PASTEC, j'ai bien suivi le PASTEC. D'ailleurs, personne ne s'attendait à Diomaye Faye. Personne ne s'attendait. Donc, le PASTEC, au dernier moment, le dernier moment a décidé que comme je suis empêché, parce qu'il y a la brutalité, parce qu'on m'a mis, vous voyez comment le monsieur a été maltraité, nous ne pensons pas que ce soit une image que la Côte d'Ivoire va appliquer quand même. Donc, pour ce que je sais de notre pays, on ne va pas aller aujourd'hui attraper des gens parce qu'il est candidat, etc. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ça, y compris les juges, ont des problèmes. D'ailleurs, ça doit nous servir de leçon. Essayons de revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on est en Côte d'Ivoire, on est au PDCI-RDA, on a les tests, et je peux vous garantir que tous ceux qui veulent être candidats à la Convention seront candidats. Et je peux vous dire, pour l'électorat que j'ai, l'électorat ne change pas. Si l'électorat changeait, c'est un électorat ciblé. Donc, c'est le même électorat qui ont mis quelqu'un à la tête. En moins d'un an. Donc vous supposez que le même électorat, évidemment, ne va pas se dédire jusqu'à moins de 50%. Daouda? C'est ce que je veux dire. M. Bredoumi, j'ai 2 questions, malheureusement, que je vais vous poser concernant l'électorat. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que l'électorat ne va pas s'éroder. Oui, oui. Mais selon certains observateurs, au sein du PDCI, lors du congrès électif de M. Tidiane Thiam, il devait avoir 12 000 délégués. Non, pas 12 000. Il termine et puis vous répondez. On devait avoir 12 000 délégués et sur le terrain, finalement, on a eu autour de 4 000 délégués qui ont voté. Ceux qui n'ont pas voté, où sont-ils? Pour qui roulent-ils? Ça, c'est la première question. D'accord. La deuxième question, je souhaiterais qu'on revienne sur l'article 90
de vos statuts et règlements, qui disent que, notamment, que tout manquement des militants à leurs obligations est sanctionné par des mesures disciplinaires et sont considérés comme faute les avertissements, les blâmes, les suspensions temporaires et définitives. Voilà. Or, dans vos propos, il y a comme une forme d'incohérence, M. Bredoumi. Vous dites que non, on l'a convoqué, non, c'est pas pour le sanctionner. Or, quand je regarde l'article 90 du Conseil de discipline, c'est pour des fautes lourdes. Or, la faute dont vous parlez tout à l'heure, vous dites clairement qu'il a, j'ai envie de dire, insulté le président, il a invectivé le président. Ce sont des fautes lourdes. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas une façon de le sanctionner, de l'empêcher d'aller à la convention pour ne pas qu'il soit candidat au président? Dans ce moment-là, pourquoi on appelle un conseil de discipline si on doit le sanctionner avant? Je vous ai dit que ce n'est pas un tribunal. Je vous ai dit que nous sommes dans un parti politique. D'ailleurs, nous, on s'étonne d'ailleurs qu'il y ait autant de bruit autour. Parce que dans un parti politique, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on a fait les convocations, au niveau du PDCI, on n'a même pas parlé ça dans la presse. Vous m'avez jamais entendu parler des conseils de discipline. On s'étonne d'ailleurs que certains diffusent. Et ça, c'est une façon aussi d'appeler les uns et les autres que le parti politique, c'est une famille. Si on vous appelle M. Daouda, avant de venir, vous prenez une trompette, vous dites à toute la ville, ce n'est pas une façon de vous honorer vous-même. Donc je pense que ce problème ne devrait même pas être sur la place publique. Voyez-vous? Donc je pense que moi, je dis, ce n'est pas un tribunal. Et on vous écoute. Et si on vous écoute, si vous avez raison, on dit, bon, vous avez raison. Si vous n'avez pas raison, on vous sanctionne. On peut vous verbaliser. On peut vous dire, n'allons pas, et puis on avance. La sanction, ce n'est pas forcément celle qui est écrite. Il y a des gens même qui ont été convoqués pour les élections 2023, mais qui n'ont pas eu les suspensions. Parce qu'ils ont estimé des conditions que les gens estimaient que c'était plus ou moins... mais l'article 92, l'article 92 s'applique quand vous êtes en faute. Mais pour le moment, nul n'est fautif, sauf si on le démontre autrement. D'accord. Tant qu'on n'aura pas le conseil de discipline, on ne pourra pas donc déterminer... mais la première moi, je peux vous dire une chose. Oui. Nous sommes quand même des gens qui ont traversé plusieurs systèmes. Et nous avons pour mission, pour objectif, d'aller dans l'union. Si tant est que chacun veut mettre un peu de loin, et ça, vous serez surpris des résultats. Très bien. Écoutons Pascal, et puis... Oui, un petit commentaire. Moi, je rebondis sur les mots forts qu'emploie M. Bredoumi. Il parle d'union, il parle de famille, il parle de ne pas sanctionner, d'écoute, notamment. Et aujourd'hui, il dit que ça aurait dû se régler en interne. Pourquoi passer par le conseil de discipline, alors qu'on aurait pu tout simplement demander à ce militant, qui n'est tout de même pas un militant comme les autres, il faut au moins le lui reconnaître, de choisir de l'écouter sans passer par une convocation du conseil de discipline. Ça aussi, c'était possible. C'est une remarque. Et ma question, c'est à quand une rencontre Tidiane Thiam, Jean-Louis Billon, mano à mano, sans intermédiaire, sans conseil de discipline pour se parler? Est-ce au programme? Madame, vous savez, dans un parti politique, c'est comme dans un foyer, à certains points. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 10 membres, des doyens, qui sont à la manœuvre depuis un moment donné. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que, bon, on ne parle pas le conseil de discipline. Donc, on a le comité ad hoc avec ces membres-là et le conseil de discipline à côté. Il y a 10 personnes, moi, je les connais toutes. D'ailleurs, je ne sais même pas qui a dit certains noms. Parce que tout ça, là, on a voulu que ça se gère dans vraiment la stricte dissection. C'était l'esprit. À ces réunions, on laissait même les téléphones pour ne pas qu'il y ait les choses, enregistrement, quoi. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont dedans qui se plaisent à mettre ça sur la place. C'est ça qui est un peu déplorable. Donc, le conseil de discipline qui écoute s'auto-saisit. Il a dit, mais cette affaire-là, il faut que nous, quand même, à un moment donné, on va parler de ces pourris, il faut qu'on écoute les uns les autres et puis qu'on puisse régler ça. Donc, pendant ce temps, le comité ad hoc continue de faire ses manœuvres pour concilier. Mais le comité ad hoc continue de faire ses manœuvres. Et le président, j'ai expliqué lors de ma conférence de presse, vous étiez là-bas, que quand le président Thiam a été élu, voyez-vous, il était candidat contre M. Akossi Benjo, qui, pour des raisons judiciaires, n'a pas pu, contre M. Yassé, qui est allé jusqu'au bout. Mais M. Yassé est membre du secrétariat exécutif. Il a accepté. Lui qui a fait la compétition. Et il a tendu la main à tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui tend la main à tout le monde. Jusqu'à présent, M. Thiam, qui est le président du parti, moi aussi son porte-parole, il ne m'a jamais dit qu'il a convoqué quelqu'un au conseil de discipline. Le conseil de discipline, qui est un organe libre, s'auto-saisit et il ira. Et le président du parti a un pouvoir de
de clémence. Ah, très bien. Donc, on peut arriver à une décision assez complexe du Conseil de discipline et le président Thiam, dans sa magnanimité, il va prendre donc une décision pour annuler. Je dis que je vous explique comment le parti fonctionne. Très bien. Que le président du parti a un pouvoir de clémence. La preuve, tous ceux qui ont été suspendus pour les élections de choses, on les a pratiquement graciés, on va dire. Voilà. Donc, ou bien amnistie. Marius, question. Non, mais on connaît tous comment fonctionne le PDCI. Une association, fut-elle un parti politique comme le PDCI-RDA. Oui. Alors, à dire vrai, au PDCI-RDA, vous n'avez pas que le conseil de discipline, vous avez le conseil des sages, vous avez les bureaux politiques. Le bureau politique ne s'est jamais réuni depuis plus d'1 an. Non, le bureau politique, c'est pas... Depuis l'avènement de M. Thiam, en tout cas, le bureau politique ne s'est jamais réuni. Pourtant, c'est une instance importante de décision. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. M. Thiam a été élu, il avait pendant 1 an et 9 mois la gestion des funérailles du président Bédié. 1 an et 9 mois sans bureau politique. Attendez, il avait Marius, permettez à l'invité de répondre, je vous prie. Il était en train de gérer les funérailles du président Bédié. Vous ne vous rappelez pas que le président Bédié est mort le 1er août et qu'on l'a enterré en 2023, qu'on l'a enterré en 2024? C'est quand même quelque chose de sérieux. À ce moment-là, on va aller convoquer un bureau politique. Après le funérailles du président Bédié, on allait finir. On était automatiquement en train de préparer la liste électorale, qui était quelque chose d'important. Actuellement, on a mis des comités pour actualiser notre base de données. Non, notre programme. On avait fait 44 000 milliards en 2020, on n'est pas allé aux élections, mais il faut l'actualiser. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et quand on va à un bureau politique, les gens nous disent, mais où est votre programme? Où est votre chose? Qu'est-ce qu'on va décider? Il faut venir avec de la matière. Donc, il y a un plan qui est prévu. Il y a un plan qui est prévu. Et je vous dis que la convention ne peut pas se tenir sans qu'il y ait un bureau politique, puisque c'est exigé. Et ça, c'est tout. Et ça sera tout ça va se faire en 2025. Parce que vous ne jouez pas la montre alors. S'il vous plaît, permettons que la parole soit partagée. Messieurs, c'est là, je vais vous dire une chose. Permettez-moi. Le PDCI-RDA n'a jamais été aussi en action pour le pouvoir qu'avec le président Thiam. Ça, je vous l'ai dit. Il est arrivé, il a fini. Il y a eu le recensement. Il a fait les tournées. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes le lead des idées. Quand nous donnons une idée, quand le président Thiam donne une idée, ça fait débat. Quand on a parlé de 4 millions de bases à récupérer, ça fait des débats. On a l'IDH. Quand on a parlé de l'IDH, ça fait... À Boisseau, il va lancer une autre idée, vous allez voir. Donc, on a aujourd'hui l'homme qui joue et les autres applaudissent et les journalistes commentent. Marius, une relance et puis on passe à Herman. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé de 44 000 milliards relativement à l'élaboration de votre budget. C'était en 2020. Oui, est-ce à dire que si vous devrez l'actualiser, certainement, ça va grimper. Et si ça grimpe, même si vous restez sur les 44 milliards, les 44 000 milliards... Sur 5 ans. Sur 5 ans, oui, bien sûr. Oui. Mais vous allez aller les chercher où? Bien entendu, dans la poche et les porte-monnaies des Ivoiriens. Non, là où nous payons déjà 15 000 milliards pour le régime actuel. Quand le président Bédié l'avait financé, fait ça en 2020, on peut faire un bilan, on peut faire un budget plus bas comme plus haut. En fonction qui sera plus bas ou plus haut, je viendrai vous expliquer. Très bien, Herman. En question, selon un confrère... Maintenant qu'on est 35 000 milliards de dettes. Selon un confrère en ligne que je vais citer, Enquête Média, le porte-parole du président Thiam, Mac Arthur Goliti, a été évincé suite à des dissensions aux allures d'influence du parti et, le porte-parole du président Thiam et celle de la famille biologique, Mac Goliti. Mais dans tous les cas, on ne voit plus auprès de lui. Il a été à un moment donné son porte-parole jusqu'à ce qu'il ne devienne président. À quel niveau porte-parole? Pour quel organe? Non, c'est pourquoi je vous pose la question pour avoir des éclaircissements. Est-ce que dans ce passé récent, il arborait quand même la casquette, dans un passé récent, il arborait quand même la casquette de porte-parole de M. Tidjane Thiam? Qu'en est-il en réalité? Est-ce que les faits sont avérés? Et quelle lecture vous faites de cela? Il ne faut pas mélanger les choses. M. Tidjane Thiam, je parle de lui ici en tant que président du PDCI-RDA. Et jusqu'à ce que je sache, il ne m'a pas encore limogé de mon porte de porte-parole. C'est ça. Donc vraiment, je ne sais pas s'il y a eu un autre porte-parole. Avant qu'il ne soit président, il avait des gens avec qui il travaillait. Est-ce que ceux-là... Mais est-ce qu'il ne travaille pas dans le cadre d'un président de parti? Comment voulez-vous qu'il est quelque part ailleurs, il vient président de parti? Aujourd'hui, là, il a besoin des gens qui connaissent le parti, qui peuvent communiquer du parti, qui peuvent parler du parti, du développement de la Côte d'Ivoire, qui affrontent. Moi, je suis là pour affronter mes adversaires. Mais si lui n'a pas ce profil-là, voulez-vous accuser M. Thiam parce qu'il n'a pas ce profil? Donc les raisons, c'est parce que ces personnalités-là n'avaient pas le profil de personnes qui maîtrisaient le parti. C'est des choses, si moi quand je suis dans mon village, en tant que chef de famille, j'ai un porte-parole.
Quand j'arrive là-bas, je ne parle pas parce que je suis chef. Mais ça, je ne vais pas venir au PDCI à mon chef d'Accro. Alors, Marius n'est pas la parole. Vous avez donné les raisons. Non, je ne le connais même pas. Permettons... Daouda. Monsieur Bredoumi, moi, je voulais qu'on parle de la situation sociopolitique. Voilà. Parce que pour moi, je veux dire aujourd'hui, quel est l'état des lieux? On est à 11 mois des élections. Oui. Quels sont vos défis pour 2025? Merci pour cette question. Cela est la raison pour laquelle nous avons choisi M. le président Tidiane Thiam. On lui a dit, va nous chercher le pouvoir. Pour chercher le pouvoir, il faut que d'abord on fasse un diagnostic. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a des richesses, des ressources importantes, des ressources édaphiques, c'est-à-dire au-dessus du sol. L'agriculture a un fondement mis en place par le PDCI-RDA. On ne peut pas nier ça. On a des sous-sols. Et le sous-sol qu'on exploite aujourd'hui, c'est le PDCI-RDA. Quand vous prenez la carte géologique, quand vous partez les ressources humaines, le PDCI-RDA les avait envoyés au Canada. La plupart des géologues là sont allés au Canada, financés par le PDCI-RDA, dans les perspectives de pouvoir exploiter nos sous-sols. Par le gouvernement ou par le PDCI-RDA? Par le PDCI-RDA. Parce que c'est le PDCI qui gère. Quand on parle des RHDP qui a fait ça, vous ne dites rien, mais laissez-moi dire PDCI-RDA. Donc c'est le PDCI-RDA. Donc le PDCI-RDA les a envoyés former en prélude à cela. Ils sont tous à la retraite aujourd'hui. Non, c'est eux-mêmes qui sont plus ou moins même des gens qui ont créé des structures privées et qui coordonnent. C'est ça. Monsieur le porte-parole, vous nous dites ici sur ce plateau que toutes les recherches, du moins toutes les découvertes minières et du gaz qu'on retrouve aujourd'hui est à l'apanage donc du pouvoir PDCI quand ils étaient aux affaires sous... Les ressources pétrolières et minières, ce sont des données du sol et du sous-sol. Ont été mises en avant sous quel pouvoir? Et rappelez-vous bien, vous êtes peut-être jeune, et je vous le concède, c'est en 1974 que le président Houphouët-Boigny, avec le ministre Guy Dibot, a voulu qu'il a pris sa première coupe de champagne parce qu'on avait découvert le pétrole. C'est-à-dire qu'on avait déjà la cartographie de toute la base, on savait qu'il y avait donc du pétrole. Parce que les Blancs, le temps de Tagini, les Blancs qui avaient fait la cartographie, ils avaient dit que nous sommes sur un carton ouest-africain, puis ils ne pouvaient pas avoir de pétrole. Et le président Houphouët-Boigny a mis en place une politique pour dire impossible n'est pas ivoirien. Donc il faut le faire. La carte géologique et les recherches sismiques ont permis donc de découvrir cela. Et c'était le groupe ESSOCHEL qui a été le premier à faire. Ce n'est pas un groupe Total et autres, pas français. C'est après qu'ils sont venus. Et aujourd'hui, tous ceux qui interviennent, qui ont des grandes structures qui font, c'est les anciens de Petrosi, les anciens de Sodemi. Et on a mis la Sodemi en place pour pouvoir le faire. Y compris Petrosi. Et puis y compris Petrosi. Donc, c'est des choses qui sont maintenant... Le président Houphouët-Boigny avait dit qu'il ne fallait pas l'exploiter. Oui. Qu'une fois qu'on dit qu'on a le pétrole, ça va créer le bordel, on a l'agriculture. Et qu'on laisse le sous-sol pour les générations à venir. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, ce n'est pas une affaire de dire qu'on a inventé. Le pétrole est une roche liquide qui se forme à partir du tertiaire parce qu'on appelle les paléontologues qui ont fait ça. Donc, c'est une roche liquide. Et ça peut fuir. Et c'est la formation du pétrole qui fait dégager, les hydrocarbures font dégager le gaz, le nitrogène qu'on capte pour aller faire autre chose. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Moi, je suis pas maintenant, aujourd'hui, nous avons observé que depuis un moment donné, nous avons une dette abyssale. Très bien. Alors, 6 000 milliards, 35 000 milliards, on va peut-être à 40 000 milliards. On a des ressources humaines aujourd'hui qui ne sont pas de qualité. On vient de faire le budget. Le budget, la mission, formation, recherche, enseignement, c'est près de 1 900 milliards sur 15 000 milliards. 12% du budget général. Donc, voyez-vous que le développement humain, même aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire comme pétrole ou autre, quels sont ceux qui vont tirer? On n'a même pas de qualificatifs. Alors, justement, essayons de nous arrêter. Voilà. Lorsque tous ces minerais ont été découverts, c'était donc sous le président Houphouët. C'est vrai qu'on était très jeunes, mais on sait au moins qu'il était le président de tous les Ivoiriens. Ensuite, lorsqu'on parle de l'administration, c'est une continuité. Donc tous ceux qui gèrent après, évidemment, héritent des biens de la Côte d'Ivoire. Oui, je sais pourquoi je l'ai dit. Ceux qui m'écoutent savent pourquoi je l'ai dit. Ah, très bien. Mais dites-le maintenant, Daouda, vous n'avez pas la parole en fait. Maintenant, on va faire un tour de table encore pour permettre aux uns de poser des questions. Commençons par vous, Pascal. Oui, enfin, je suis contente qu'on ait abordé la question des défis de 2025. J'aimerais qu'on s'y recentre, même si je maintiens que ce soit le PDCI-RDA,
le FPI ou le RHDP aujourd'hui qui découvre des ressources, ces ressources-là sont réputées appartenir aux Ivoiriens. Et ce sont avec les moyens de l'État de Côte d'Ivoire que ces ressources-là seront mises en valeur. Exactement l'idée. Et justement sur la question de leur mise en valeur. Donc si vous arrivez au pouvoir en 2025, comment toutes ces richesses-là, plus les autres présentes, plus ces ressources humaines que vous allez certainement mettre en valeur, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens pour 2025 et votre exercice du pouvoir? Bon, vous verrez ça quand on va faire le premier. Je vais vous donner quelques éléments. Des grandes lignes. Des grandes lignes. Notre politique est basée sur le progrès de l'humain, de l'homme, le capital humain, la formation, la création de la richesse partagée, l'équité et l'équilibre régional. Ça veut dire quoi l'équilibre régional? Oui. Ça dit que quand vous êtes à Téini, Oui. où vous avez des conditions de vie difficiles liées au climat et au sol. Les sols les plus pauvres sont là-bas, le plus le moins là-bas. La richesse du pays doit faire en sorte que vous ayez un minimum. C'est l'équilibre, c'est l'équité. C'est ce qu'on a fait en finançant le développement de la zone de savane, du centre-nord, par les ressources du sud, le café, le cacao, le bois et autres. C'est ce qu'on doit faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement de l'équité. Aujourd'hui, on a à peu près 5 à 10%, 5% de la richesse qui est partagée par une minorité. Et les Ivoiriens sont pauvres. Aujourd'hui, moi, je vous dis, on est toujours à 39% de taux de pauvreté. Personne ne m'a dit où ils ont trouvé les sources de 37,7%. Moi, je n'ai pas de source. Donc, pour le moment, la seule source qu'on a, les enquêtes de ménage, c'est 39%. 4 Ivoiriens sur 10 vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Il faut donc faire en sorte que les Ivoiriens puissent faire. Et il y a trois choses qui impactent les Ivoiriens. La nourriture, le transport et le logement. Vous-même, vous savez, Abidjanzi. Selon les zones, il faut que les Ivoiriens puissent se loger correctement, soit en voyant les moyens de louer une maison, soit de construire une maison. Ils puissent manger correctement, se soigner et se déplacer. Et ce sont ces facteurs-là qui constituent l'indice du développement humain. Dernière relance, Pascal, avant de passer à Daouda. Qu'est-ce qui, à votre avis, depuis la cession du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, a évolué? Ce qui a évolué, c'est les infrastructures. C'est tout selon vous? Ça, moi, je reconnais ça. Et tout dernièrement... Qu'est-ce que vous pensez du programme social du gouvernement? Le programme social du gouvernement, peut-être que vous en bénéficiez. Moi, je viens de mon village, je viens de tourner. Je viens même de la région de Bentéguélé à Aude. Les gens disent que la santé est gratuite. Moi, je suis allé faire des enquêtes il y a 2 mois. Je suis allé dans certaines régions. Quand tu envoies ta femme à l'hôpital pour accoucher, ce n'est pas gratuit. Tu payes 30 et 50 000 francs CFA. Je défie que le monde, tout le monde. Et ça, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Très bien. Permettons. Donc tout ça, c'est le développement. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Il a dit quelque chose qui n'est pas assez vrai. Oui, il termine d'abord. Sur la question des femmes qui vont à l'hôpital. Marius, il termine son point avant de prendre la parole. Oui, mais c'est des femmes enceintes. Oui, mais la gratuité ciblée touche uniquement et exclusivement les femmes enceintes, pas toutes les femmes. Comme on dit que ce qui est dit dans la loi, dans les textes, et la réalité est différente. Moi, je suis en train de vous dire. Moi, tout dernièrement, on a dit que les certificats de nationalité étaient gratuits. Ça, c'est clair. Mais vous êtes dans votre là où vous voulez aller. Quand vous vous déplacez pour aller à la préfecture, ou bien à la sauvegarde, pour aller à la justice, pour aller voir les gens, jusqu'à ce que vous finissez, ce n'est pas gratuit, mon frère. C'est de ça que nous parlons. Ok. Daouda Herman. Il y a la loi et puis... En tout cas, ça n'était pas sous le PDCRDA non plus. Quoi? La gratuité de ces Pascal, c'est Daouda qui a la parole, je vous en prie, s'il vous plaît. Daouda. Merci beaucoup. Monsieur Bredoumi, que j'aime appeler mon cher oncle. Oui. J'ai l'impression que vous partez un peu dans tous les sens. Oui, c'est ça qui me caractérise. Bien sûr. Et même, je vais vous ramener au centre. Voilà. Allez-y. Tout à l'heure, Madame Pascal vous a posé la question, qu'est-ce qui a évolué chez Alassane Ouattara? Vous avez dit... Les infrastructures. Les infrastructures. Oui. Mais, Monsieur Bredoumi, tout à l'heure, vous avez parlé du taux de pauvreté qui, selon vous, est à 39%. Oui. Mais le gouvernement parle de 37,5%. En 2010, nous sommes combien de taux de pauvreté? 2%. Mais moi, je ne parle pas de 2010. Bon, je vous le dis. On était à 54%. Oui. Et quand on quitte 54%, je prends vos chiffres, M. Bredoumi, nous sommes aujourd'hui à 39%. C'est comme si le taux de pauvreté, en fait, il y avait 15% de moins de pauvres aujourd'hui. Oui. Donc, M. Bredoumi, est-ce que le taux de pauvreté a-t-il évolué ou n'a-t-il pas changé? Est-ce que vous ne faites pas ici preuve de mauvaise foi? Non, je vous dis, il demeure encore élevé. Il demeure encore élevé, mais est-ce que vous ne pouvez pas au moins reconnaître, est-ce que vous pouvez au moins reconnaître qu'il y a eu un changement? Essayons de laisser l'invité s'exprimer. Le fait de dire que le taux de pauvreté est 39%, est-ce que ce n'est pas honnête? D'accord. Ce n'est pas une question de malhonnêteté. Moi, je parle des chiffres et des faits. Et c'est pourquoi j'ai toujours pris les chiffres du gouvernement. Prenons même 37,7%.
Non, prenons les 39%. Alors, non, attendez. Puisque je pense que le fait, parce que vous avez dit, je n'ai pas de sources. Moi, je suis regardé le PND qui court. Le PND, c'est 59 000 milliards. Le PND consacre 7% seulement pour le capital humain. Il consacre 1,2% pour tout ce qui est équilibre social, changement climatique. Vous pensez que ça, c'est normal? Mais, M. Brandoumi, prenons le budget de l'État. D'accord. On vient de voir, je vous ai dit, 15 000 milliards. Il n'y a que 1 900 milliards. Ça fait 12% pour l'éducation, formation et recherche. On a 0,04% pour la recherche pour un pays. Et ça me permet alors de vous poser la question suivante, parce que vous avez tendance à vous épancher sur les inéquités, les richesses qui sont inéquitablement réparties. Oui. Mais finalement, quand on arrive à cette situation, est-ce que cela ne part pas de la mauvaise gestion du PDCI depuis les temps où Foué-Boigny jusqu'à aujourd'hui, que les autres pouvoirs sont obligés de redresser? Non, je vais vous dire une chose. Après, M. Daouda, vous parlez bien le français, mais c'est grâce au PDCI RDA. C'est-à-dire monsieur le Président, arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de vous dire que je vous explique que vous avez une bonne formation. C'est ça qui vous permet de vous débattre ici. C'est ce qui est un manque aujourd'hui dans ce pays-là. C'est bonne formation? Vous avez, regardez bien dans le PND. Moi, je prends tous les chiffres de l'État. Hein. Le nombre d'années minimum, maximum que les gens passent pour les filles à l'école, formation et éducation, c'est 4,2 pour 2 années. 4,2 années. Ça est dans le PND. Pour les garçons, c'est 6 ans. Vous pensez qu'on peut développer un pays avec des gens qui ont un niveau 4 ans, seulement 6 ans? Donc il faut mettre de l'effort. Il faut faire de l'effort pour former. Je suis quand même un peu embêté. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Je suis embêté, mais bon, Herman va prendre la parole. Moi, je parle que de faire. J'ai une question. On va partir avec ça. C'est une question, mais vraiment pour que vous nous situiez sur 3 points. Oui. Mais c'est une seule question. Allez-y, aussi à votre position. Parlons de positionnement politique. Quelle est la position politique actuelle du PDCRDA sur la question du franc CFA? Ça, c'est le premier aspect. Et que pensez-vous de la bonne gouvernance telle qu'on nous le présente actuellement en Côte d'Ivoire? Et récemment, on nous dit que le 43e BIMA va partir depuis 60 ans. Sera retrocédé au bataillon en fer à l'armée ivoirienne. On sait que le PDCRDA a été le parti qui a lié avec la France tous les accords de défense. Quelle aujourd'hui lecture vous faites de cela? D'accord. Le président Foué-Boigny nous a enseigné que les imbéciles ne changent pas. Oh là là, pourquoi une telle réponse? Non, c'est lui qui avait dit non. Enfin, c'est une expression pour dire que dans la vie, on change. C'est pas une façon péjorative, vous m'excusez. Il avait dit ça. Vous commencez par laquelle sur les 40e. La dernière question. La 40e, vous savez, le monde évolue. Le monde évolue, on reste là-dessus parce qu'en seconde partie, vous serez là, mais le temps oblige. Nous devons partir au journal, à tout de suite. Quand on est un champion, on gagne sur tous les terrains. Quand on est un champion, on parie avec Sport Cash. Alors, rends-toi sur le site de Paris Sportif Sport Cash pour parier sur des centaines d'événements sportifs. Football, basketball, boxe, tennis, Formule 1, ainsi que de nombreux jeux virtuels. Avec Sport Cash, tu peux parier à tout moment, en ligne ou directement dans le point Lonassi le plus proche. Et là, tu gagnes ton cash. Quand on est un champion, on gagne avec Sport Cash. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré de douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Bouge-toi, c'est ça. Tac, on attaque. Coucou. Oui, maman. Viens m'aider à sécher le linge. Exigez le meilleur. Exigez la fibre de Orange. Accessible à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et jusqu'au 31 décembre, à partir de l'offre de 20 000 francs, bénéficiez de bons de réduction sur l'électroménager social et sur les tablettes Orange.
enfin trouvé l'amour? Inscrivez-vous au Vrai Match via sa nouvelle plateforme, levraimmatch.ci. Comment ça fonctionne? C'est simple. 1. Tapez dans votre barre de recherche levraimmatch.ci. 2. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire. Mais attention, pour cela, vous devez être âgé de 21 ans ou plus. Le Vrai Match, tout le monde a droit à l'amour. Live TV, la télé sans filtre. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour cette édition du 1945. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. On y va tout de suite pour les titres de l'actualité. Ce soir, on revient sur la célébration des 90 années d'existence du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Puis on développe la journée mondiale de lutte contre le sida avec l'implication de la Direction générale du Trésor ivoirien qui sensibilise ses agents. Enfin, au chapitre politique national, Charles Blé Goudet demande une clémence au président Alassane Ouattara. On fait le point de ces sujets et bien plus encore dans cette édition. Bienvenue. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics a célébré ses 90 années d'existence ce matin à Abidjan. Fondé en 1934, le groupement a joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette célébration, la fêtière a réaffirmé son engagement à jouer un rôle majeur dans la construction des projets d'envergure que le pays compte réaliser. André Sémian, Mohamed San et Karel Dablé. Si la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement, c'est grâce à ces hommes et femmes qui se sont impliqués à travers des projets structurants. Infrastructures routières et aéroportuaires, terminaux à conteneurs, barrages, édifices religieux, usines de traitement d'eau potable, immeubles sont entre autres ouvrages qui portent leur sceau. Eux, ils font partie du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Ces derniers célèbrent les 90 ans d'existence au service du développement de la Côte d'Ivoire. Et parmi eux, 18 ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Ces infrastructures qui façonnent le quotidien de nos concitoyens sont le reflet de notre savoir-faire et de notre ambition collective. À travers la célébration des 90 ans, nous réaffirmons que le GIBTP reste un acteur engagé et résilient, prêt à relever les défis de demain pour continuer à bâtir un avenir radieux pour notre pays. Ensemble, continuons de bâtir une Côte d'Ivoire forte, dynamique et résiliente. Le GIBTP regroupe environ 4000 entreprises, représentant un chiffre d'affaires estimé à 3000 milliards de francs CFA, contribuant à plus de 7,4% du PIB ivoirien. Ce groupement mène des initiatives pour labelliser les entreprises et créer un centre de formation au métier des travaux publics, visant à valoriser les compétences. Dans le secteur économique, par exemple, le secteur du BTP est le 3e plus grand créateur d'emplois en Côte d'Ivoire, représentant environ 10% des emplois nationaux. Le GIBTP est au cœur des grands projets d'infrastructure, tels que le métro d'Abidjan et la réhabilitation de ponts, contribuant à transformer qualitativement le paysage urbain et rural. Autant de contributions dans le pays, saluées par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Je voudrais donc réitérer au président du GIBTP, ainsi qu'à tous les membres du groupement, ma joie de me tenir à vos côtés, au nom du président de la République, pour célébrer avec vous 90 ans de vécu, de travail acharné, de sacrifices, mais aussi 90 ans de succès. Quelle admiration de vous voir sous la pluie, contre vents et marées, au moment où tout le monde se repose, de veiller à l'utilisation de vos machines sur le terrain afin que les travaux soient réalisés dans les délais, dans les normes et selon les prix fixés dès le départ. Si le gouvernement ivoirien vise à améliorer les infrastructures et à répondre aux besoins croissants en matière de logement et d'équipement, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics entend jouer à son niveau une part importante dans cette ambition affichée aujourd'hui et dans les années à venir.
On poursuit, on s'intéresse à la santé publique dans la dynamique de la célébration de la 37e journée mondiale de lutte contre le sida. Les agents de l'administration, sous l'impulsion de la cellule focale de lutte contre le VIH-sida de la Direction générale du Trésor, ont participé à une journée de sensibilisation. L'institution s'engage à éliminer le VIH à l'horizon 2030, une vision partagée par ONU-SIDA. Les détails avec Chelina Lebonsoro et Sandrine Quadio. Le Conseil national du sida a été alerté par les résultats d'une enquête révélant que seuls 40% des jeunes savaient qu'il existait des traitements antirétroviraux contre le VIH et que 39% des filles, 29% des garçons ne savaient pas que les préservatifs empêchaient la transmission du VIH. En 2022, 20% des nouvelles infections par le VIH dans le pays concernaient les 15-24 ans selon les données du gouvernement. Face à cette alerte, le Conseil national du sida a demandé aux partenaires du VIH d'intensifier leurs efforts de communication et d'éducation. À cet effet, à l'occasion de la 37e journée mondiale de la lutte contre le sida, la cellule focale de lutte contre le VIH-sida du Trésor a initié ce jeudi 12 décembre 2024 une journée de sensibilisation à l'endroit de ses agents. Le but étant d'inciter le personnel à s'approprier l'objectif de zéro sida au sein du Trésor public ivoirien à travers de bonnes pratiques. Selon Patrick Zialo, coordonnateur adjoint de la dite cellule, un dispositif efficace est mis en place pour prendre en charge les agents du Trésor porteurs du VIH. Il y a une structure qui est mise en place au niveau de l'hôpital du Trésor avec un système pour un suivi. On essaie de confirmer d'abord pour voir si le premier dépistage est vraiment confirmé et ensuite il y a des traitements qui sont mis en place. Et par cette méthode-là, on arrivera bien sûr à plus de contamination et zéro sida en tout cas au Trésor public. Le premier responsable du Trésor a appelé ses collaborateurs à se faire dépister afin de connaître leur statut sérologique pour bénéficier de l'accompagnement. Selon lui, il faut lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes portant le VIH-sida. C'est pourquoi le personnel est encouragé à se faire dépister au centre médical du Trésor, et cela gratuitement, avec une confidentialité bien entendu qui sera assurée, afin de connaître son statut sérologique. On ouvre le chapitre politique national. À présent, une délégation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, conduite par son président Charles Blé Goudé, a eu une séance de travail avec le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, suivant le compte-rendu de Francis Kofi et Félicien Biao. Leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP, Blé Goudé a eu hier, mercredi 11 décembre 2024, une séance de travail avec le président de la commission électorale indépendante CEI, entouré de ses collaborateurs au siège de l'institution. Les échanges ont porté essentiellement sur les conditions de l'organisation de la présidentielle de 2025. Le COJEP a fait part de ses observations et propositions à la CEI. Charles Blé Goudé a évoqué la question de la composition de la CEI sur sa forme actuelle, l'audit de la liste électorale, la révision de la dite liste en 2025 conformément au code électoral et l'inscription de son nom sur la liste électorale. Il y a des questions que nous avons adressées au président de la CEI qui relèvent de sa compétence. Il y en a d'autres qui ne relèvent pas de sa compétence mais qui va porter à l'autorité compétente. En ce qui nous concerne, nous appelons à un dialogue inclusif pour discuter de toutes ces questions et ne pas attendre la crispation avant de discuter. J'appelle solennellement le président Ouattara à user des pouvoirs que lui confère notre Constitution pour que nous puissions tourner définitivement cette page triste de notre histoire récente. Pour cela, j'appelle à ce qu'il puisse prendre une loi d'amnistie pour que soient effacées les infractions qui sont retenues contre nous. Quand je dis nous, je ne suis pas seul. Mais comme je suis là pour parler de moi, je veux qu'il prenne une loi d'amnistie. Parce que nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo a été gracié. Le général Dogbo a été gracié. L'ex-première dame Simone Eivé a été amnistiée. Moi pas, ni amnistié, ni gracié. Condamné à 20 ans de prison pour crime lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, Charles Blé Goudé a été radié de la liste électorale ivoirienne. Il a appelé à cet effet le président Alassane Ouattara à prendre une amnistie en sa faveur.
Je vous emmène tout de suite dans une autre atmosphère. C'est la période qu'on attendait tous. La magie de Noël a bien débuté avec le marché de Noël de l'Amicale des épouses de ministres de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé les 7 et 8 décembre à la Fondation Donvailly. L'événement a réuni des personnalités et invités de marque. Les fonds récoltés par cette amicale devraient aider à réhabiliter et construire des cantines scolaires et des bibliothèques dans les communes de Trècheville, Cocody et Abobo afin d'améliorer les résultats scolaires des enfants. Marion Été. C'est déjà Noël et qui dit Noël dit aussi solidarité, entraide et surtout bonnes actions. Et cela, l'amicale des épouses des ministres de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Et l'occasion était toute trouvée lors du marché de Noël qu'elle a organisé à la Fondation Donvailly de le prouver. Madame Aoussou Jeannot, la présidente de l'ADEM, a précisé que les fonds récoltés durant l'événement seraient destinés à la réhabilitation et à la construction de cantines scolaires et de bibliothèques dans les communes de Trècheville, Cocody et Abobo. Des projets sont déjà en cours et visent à améliorer les résultats scolaires des enfants. En effet, après une étude menée sur les causes des échecs scolaires, il est ressorti que les enfants n'ayant pas de possibilité de bien s'alimenter avaient de moins bons résultats scolaires. Lorsque nous nous sommes rapprochés de la direction des cantines, nous avons fait le malheureux constat d'un besoin énorme de cantines dans les établissements scolaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Certains parents préfèrent même garder leurs enfants à la maison. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, parrain du marché de Noël 2024, a encouragé l'association dans ses missions visant à soutenir des initiatives éducatives et sociales, tout en soulignant la nécessité de venir en aide aux jeunes filles en difficulté pendant l'accouchement. Il a fait parler son cœur en offrant la somme de 15 millions de francs CFA en soutien aux actions de l'amicale. Au-delà des cantines, je voudrais vous inviter à visiter les centres de santé aussi. Surtout les centres de santé où il y a les accouchements. Dans votre mission, en plus des cantines, apporter des kits à ces jeunes filles en difficulté, en grosse difficulté, ce serait aussi quelque chose de formidable. C'est avec satisfaction que les organisateurs et participants du marché de Noël ont tenu les 2 jours d'exposition. Je pris part à cette exposition organisée par l'ADEM. Ça a été vraiment une joie parce que à chaque fois qu'on parle de social, je réponds présent. Donc ça a été un plaisir, un réel plaisir et un privilège de participer à cette exposition, vu que les revenus de cette exposition seront utilisés pour les cantines dans les écoles. Donc faire du bien aux enfants, c'est une bonne cause. C'est vrai, il y a l'école classique comme on l'entend, mais il y a également l'école pour les malentendants. Et elle n'est pas en reste dans cette période émotionnelle de la Noël. L'établissement a organisé une cérémonie dénommée Noël d'immersion sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Cet événement dédié aux enfants en situation de surdité était placé sous le parrainage de Kondia Camara, maire de la commune d'Abobo. Félicien Biaou. L'école ivoirienne pour les sourds a organisé le samedi 11 décembre 2024 une cérémonie dénommée Noël d'immersion sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Cet événement dédié aux enfants en situation de surdité visait à sensibiliser les populations en vue de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap en général et en particulier les enfants en situation de surdité. Dans la continuité de cette journée, nous sommes aujourd'hui à Abobo pour encore parler de diversité. Aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire inclusive et pour parler d'inclusion, il faut que la diversité soit acceptée. Et c'est ce message-là que nous sommes venus porter à la population d'Abobo pour leur dire que nos enfants en situation de handicap ont aussi un rôle à jouer dans le développement de ce pays. À l'heure de l'éducation pour tous les enfants sans exclusion aucune, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, y ont droit. Et la personne en situation de handicap sensoriel, qui a toutes ses facultés intellectuelles intactes, ne saurait rester en marge de ce élan inclusif qui participe au développement. Ces enfants, si on ne les avait pas envoyés à l'école ivoirienne pour les sourds, on est sûr que certains seraient en train de traîner. Il y a des parents même qui cachent les enfants handicapés. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas acheté. Donc c'est à nous de pouvoir vraiment leur apporter cette aide, cette assistance que vraiment chacun d'entre nous attend. Durant les différentes activités, les enfants ont réalisé plusieurs prestations allant de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, chanté en langue des signes, des danses traditionnelles et un sketch.
L'arrivée surprise du sosie de la première dame Dominique Ouattara, accueilli par le sosie de Madame Kandia Camara, a rajouté une touche particulière à la prestation des enfants. Je m'appelle Kone Matengue. Je suis au CM1. Nous avons présenté différentes danses pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un. Située à Yopougon-Sipores, l'école ivoirienne des Sous a pour mission de donner une éducation pédagogique, professionnelle et culturelle aux enfants en situation de surdité, tout en mettant en avant la culture et la diversité. Il faut rappeler que cet établissement scolaire a été créé en 1974 et a déjà formé plusieurs acteurs de développement. Et comme toujours, c'est le moment de l'actualité internationale. L'actualité internationale est marquée par un mystérieux syndrome grippal ayant causé des dizaines de morts en République démocratique du Congo. Au Niger, une attaque djihadiste a causé la mort d'au moins 90 soldats et 50 civils. Et sur une note sportive, l'attribution des pays organisateurs des Coupes du Monde 2030 et 2034 est connue. Et il s'agit de l'Espagne, du Portugal, du Maroc et de l'Arabie Saoudite. On fait le point avec Karel Lablé. Un mystérieux syndrome grippal probablement lié au paludisme a causé des dizaines de décès dans le sud-ouest de la RDC. Parmi les 12 échantillons prélevés, 9 étaient positifs pour cette maladie. Mais des recherches sont en cours pour écarter toute hypothèse d'épidémie. Les symptômes, touchant surtout des enfants, incluent fièvre, maux de tête et anémie. La zone de Panzi au Congo est particulièrement affectée avec 416 cas et 75 décès en 2 semaines. L'accès difficile et le manque d'infrastructures compliquent l'intervention des équipes nationales et de l'OMS, qui souligne aussi l'impact de la malnutrition et d'une faible couverture vaccinale. Pendant ce temps au Niger, une attaque djihadiste près de Chatouman, dans le département de Terra, a fait au moins 90 soldats et une cinquantaine de civils tués. Des djihadistes à moto ont encerclé le marché hebdomadaire, attaquant les forces de défense et de sécurité nigériennes. Cette attaque, probablement liée à l'État islamique dans le Grand Sahara, est la plus meurtrière du pays depuis 6 mois. En réaction, l'état-major du Niger a organisé une réunion d'urgence et prévu des obsèques symboliques pour les militaires tombés. Peu après, l'armée a annoncé une nouvelle attaque à Pitelkol, où 10 autres soldats ont été tués, soulignant la persistance de la menace djihadiste dans cette région frontalière du Burkina Faso et du Mali. Sur un autre registre, la FIFA a attribué ce mercredi 12 décembre 2024 l'organisation des Coupes du Monde 2030 et 2034. L'édition 2030 se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec une ouverture symbolique en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire du tournoi. En 2034, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera l'événement, malgré des critiques concernant son bilan en droits humains et environnement. Le Mondial 2030 réunira 6 pays, une première historique, tandis que l'Arabie Saoudite devra relever les défis d'infrastructure et de chaleur extrême en 2034, susceptibles de décaler la compétition à une période plus clémente. Merci de nous avoir choisis. L'actualité revient demain, toujours au rendez-vous de l'édition du 12h45 et celle du 19h45. Retrouvez tout de suite Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI RDA, avec toute l'équipe du Rond Talk. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, profitez du décodeur HD à 3000 francs à partir de la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Du lundi au jeudi
sur Live TV, Cupidon lance ses plus belles flèches. C'est avec une sève renouvelée qu'on relance la machine. Parce que oui, tout le monde a droit à l'amour. Je dis bien tout le monde. 4 célibataires à la recherche de l'âme sœur participent en direct à un speed dating hors du commun. De mi-temps, des questions de découverte, mais pas que. L'objectif, séduire sans se voir. Comment tu l'imagines déjà, Delphine? Je dirais pas très grand, pas trop court aussi. Le juste milieu. C'est un peu stylé, quoi. Faut avoir le style. Oui, bah, toi, tu es vraiment stylé. Bah oui, évidemment. À la fin de la soirée, 2 d'entre eux décideront de matcher ou pas. Le vrai match, c'est le début de belles histoires d'amour qui se promettent de peut-être durer toujours. C'est ça l'essence du vrai match. Et c'est seulement sur Live TV. De ce côté, il y a toujours un match. De ce côté. C'est On se donne rendez-vous demain, bisous. Ah, bye bye. J'ai compris tes détours, à pas de velours, je te vois. Et ce n'est pas tout. Tous les samedis à 21h, faites le point de la semaine et prenez des nouvelles des candidats dans le vrai match, le grand débrief. Toujours, ça change pas. Live TV, diffuseur officiel d'émotions. Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire bonne arrivée dans le quartier. C'est le double slaro. Attendu, vous êtes à voir. T'as quoi? T'as qu'un souci. Tout ce qui est comme boss sauce, c'est ici, je prépare. Quand tu manges, tu ne regardes pas. Est-ce que vous avez déjà vu, il y a un quartier où il y a les pays? Vous attendez quoi? Mais allons comme ça, on s'en va là-bas comme ça. Allons, je vais vous montrer. Depuis on est enfant là, c'est ici on se sapait. Voilà, quand tu as 5000 sur toi, c'est que tu peux gagner 3 chaussures. Ça dit écoute, t'es trop loin pour nous, c'est raccourci chap. Pourquoi tu veux chocolat? Tu me clashes et te réponds pas. C'est peut-être sur mon répondeur. Ça fait Yamoutala. La télé qu'on connaît. La télé sans fil. Récompensé du prix Mute d'Or et d'un gros chèque amplement mérité. Des applaudissements s'il vous plaît pour Madame Roselyne Layo. Oh, Rosie. De nombreux internautes critiquent Roselyne Layo. Il y a trop de méchanceté en fait. Je suis ce que je suis. Si tu ne m'aimes pas, tu passes ton chemin. De dénigrer, de nous rabaisser, mais tant qu'on fait ouvrir, tant qu'on plaît à Dieu, on pouvait ouvrir aux yeux de malheur. Vous voulez enfin trouver l'amour? Inscrivez-vous au vrai match via sa nouvelle plateforme, levraitmatch.ci. Comment ça fonctionne? C'est simple. 1. Tapez dans votre barre de recherche levraitmatch.ci. 2. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire. Mais attention, pour cela, vous devez être âgé de 21 ans ou plus. Le vrai match, tout le monde a droit à l'amour. Live TV, la télé sans filtre. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Le porte-parole du PDCI est toujours avec nous, M. Soumaïla Brendoumi, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. En première partie, il a dit et il a en tout cas assuré que le PDCI était un et prêt à conquérir donc le pouvoir en 2025. Herman, avant le journal qui était présenté par Isabelle Vauvert, vous aviez une question. Reprenez la question à l'effet qu'il puisse Rapidement, je voulais répondre. juste la position du PDCRDA sur la question du franc CFA. Est-ce qu'ils souhaitent, ils préfèrent le franc CFA dans sa monture actuelle ou bien il faut qu'on le gère autrement? La question de la bonne gouvernance et le cas du 43e BIMA où le bataillon français quitte. Le PDCI-RDA respecte les institutions et tout ce qui est la sécurité. Et le PDCI-RDA ne se prononce pas là-dessus, mais nous prendrons la suite en fonction de où on la laissera. En ce qui concerne la monnaie, je pense que de plus en plus tous les pays reconnaissent
qu'il faut une certaine autonomie de la monnaie, mais la monnaie individuelle a beaucoup de défauts. Il faut trouver, autant on a l'euro, pendant que les gens sont en train de créer l'euro, autant que l'Afrique pense à avoir une monnaie commune africaine. Maintenant, en ce qui concerne la bonne gouvernance, moi je pense que nous aurons beaucoup à parler là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des non-transparents. Le GAFI vient de nous faire passer sur la liste grise. Cela veut dire que déjà, on est en régression. Alors moi, je voudrais revenir sur une question économique. Monsieur Bredoumi Soumaïla, vous avez dit que 44 000 milliards pour les 5 prochaines années, c'est ce que prévoyaient pour l'instant vos projections budgétaires. En 2020, le budget du président Bédié. En 2020, vous l'aviez projeté que ça peut rester tel quel, ou ça peut diminuer, mais vous semblez être à cheval sur les questions d'indice de développement humain, de consacrer plus de 12% de ces budgets-là aux ressources humaines, ou en tout cas à tout ce qui concerne les ressources humaines dans un pays. Quels sont, dans ces 44 000 milliards que vous aviez budgétisés en 2020, le pourcentage que vous aviez attribué à l'indice de développement humain, et dans quel secteur? Nous avions, à la Côte d'Ivoire, des engagements régionaux qu'il faut tenir. 15% pour la santé, 10% pour l'agriculture, et il faut au moins 1% pour la recherche. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Je peux vous dire que tout part de la recherche scientifique, parce qu'un pays sans innovation n'avance pas. Nous pensons qu'on avait fait une réforme au niveau des enseignements supérieurs. On a créé une unité formation et recherche. Il faut doter chaque UFR d'un budget lié à la recherche avec un contrat plan avec l'État pour donner des résultats. Donc, en ce moment-là, comme nous n'avons pas encore planifié, 2020 c'est déjà passé, puisque c'est vrai. Comme nous n'avons pas encore planifié, je vous dis que ce programme, je viendrai le défendre et nous allons le chiffrer. Prêt. Nous allons le chiffrer en tenant compte des ressources internes, parce qu'on ne mobilise pas suffisamment des ressources internes. Il y a trop de diversification. Au niveau du secteur minier et pétrolier, nous pensons que nous pouvons gagner beaucoup. Au niveau même de l'assiette fiscale, nous pouvons gagner beaucoup. Il y a beaucoup d'exonérations des taxes qui n'ont plus leur sens. Et puis il faut que dans les grandes entreprises qui sont là, il faut que le contenu local que les gens puissent bénéficier pour faire venir de la richesse en interne. Est-ce que vous avez regardé, durant les 6 ans de pouvoir du président Bédié, est-ce que ce sont des choses qui étaient à l'ordre du jour? Ah oui, l'éducation était toujours à l'ordre du jour. L'agriculture était à l'ordre du jour. C'est le président qui a fait la réforme sur le secteur agricole, en créant l'ANADER, le CNRA, et puis on devait créer 2 structures liées au financement de la recherche, au financement de l'agriculture. Donc c'était une réforme qui était en cours. Malheureusement, ça n'a pas pu aller à terme. Très bien. Est-ce que vous avez dans votre projet pensé aux questions écologiques? Oui, très importantes. Ah oui, le 3e pilier, c'est le développement durable. Et le développement durable du président Thiam, le développement durable, c'est tout ce qui va tenir compte de l'écologie. Rappelez-vous que le président Bédié avait été le premier à décrier l'orpaillage clandestin, et on a dit qu'il était xénophobe. Et vous avez vu le rapport que le ministre de la Défense a dit, que le président Bédié avait dit que c'était des gens qui venaient de l'extérieur, on a dit les xénophobes. Aujourd'hui, le ministre de la Défense dit que 70% de ceux qui font l'orpaillage clandestin ne sont pas des Ivoiriens. Donc il donne raison au PDCI, au président Bédié. Donc c'est un domaine important. Notre environnement est complètement saturé, perturbé, pollué, et ça donne des maladies. Il faut arrêter cela. Daouda? Vous nous avez annoncé d'entrer à l'entame de l'émission que M. Tidiane Thiam sera à Boisseau. Oui. Pour des révélations encore plus fracassantes. Oui. Donc concrètement, essayez de nous expliquer que va-t-il dire qu'il n'a pas encore dit? Un porte-parole ne dit que ce qu'on lui dit de dire. Donc qu'est-ce qu'on vous a dit de dire? On annonce que le président Thiam sera à Boisseau le 21 décembre à l'occasion de ses 1 an à la tête du PDCI RDA à la place Elengan. Il va rencontrer les militants, il va s'adresser aux militants, aux Ivoiriens, et il va parler un peu de ses perspectives pour 2025. En attendant son message de fin d'année, le 31 décembre, qui va donner beaucoup plus de détails sur les plans de développement, sur les programmes, et comment il va apaiser le PDCI RDA, et comment on va aborder 2025 avec beaucoup plus de sérénité. Relance Daouda? Bon, allez-y. À Marius? Très bien, Marius. Alors, si nous nous en tenons donc au cadre du parti, qui envisagerait justement de voir leur président porter les couleurs du parti aux prochaines présidentielles, non, nous annonce dans les coulisses, et nos informations semblent être de plus en plus concordantes, que M. Tidiane Thiam n'est pas aurait une 2e nationalité, la nationalité française. Or, nous savons tous
qu'en Côte d'Ivoire, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne. Qu'en savez-vous? Ce n'est pas une question dans les coulisses. Tout le monde sait que M. Dian Thiam, à un moment de sa vie, a eu la nationalité française. Ça, c'est pas quelque chose qui est caché dans les coulisses. Mais la Constitution dit qu'il faut être exclusivement ivoirien au moment où vous allez déposer vos dossiers. C'est ça. Au moment où vous déposez les dossiers. Voilà. Très bien. Alors, on a une question. Vous êtes exclusivement ivoirien et la procédure, ça, je pense que, rassurez-vous, on se rassure. Moi, je suis serein. Donc, il n'a aucun problème d'éligibilité. Très bien. Herman, question. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, il est bon que l'opposition puisse aller en rang serré. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas forcément en rang serré. Même au niveau du PDC et RDA, il y a des confrontations. Quand on prend au niveau de l'opposition de gauche, la gauche de l'opposition, on voit que le PPACI annonce un candidat, Afingé aussi qui annonce un candidat. Il y a Mme Simon Évêque Gbagbo. Il y a aussi, on peut dire Blegoudé aussi en starting block avec Guillaume Soro, on pourrait le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition finalement pourra s'entendre pour aller de façon concertée, pour aller challenger le candidat du pouvoir? Le point de vue en politique, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux dans la négociation, il faut d'abord exister. Donc, si vous dites que je ne suis pas candidat, vous n'avez plus le pouvoir de négociation. Donc, moi, je pense que normalement, vous êtes candidat, vous venez avec un monde, et puis on négocie. Mais je peux vous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, déjà, les partis sont représentés, l'opposition se concerte. Nous, dans tous les votes de loi, nous concertons le PPACI, le FPI, etc., pour nous accorder sur le budget. On s'est accordé pratiquement, sans que nous ayons besoin de jouer, parce qu'on a les mêmes visions de sortir la Côte d'Ivoire, d'avoir le changement. Donc, à ce niveau-là, moi, les chefs se rencontrent. Contrairement à ce que les gens disent, nous qui sommes dans le secret de Dieu, nous savons que les chefs se rencontrent. Maintenant, il y a deux stratégies. Les chefs des différents partis d'opposition. Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de trouver un candidat unique pour aller. La deuxième, c'est de dire, on trouve des candidats majoritaires et puis on va au deuxième tour. Donc ça va être l'objet de peaufinement avec les leaders des partis politiques. Très bien, une relance d'Aouda, d'Herman. Il se dit que depuis septembre, le président Thiam et le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas forcément une bonne ambiance. Est-ce vrai? Vous confirmez cela ou bien vous infirmez cela? Non. Vous savez, nous les politiciens, on vous regarde parler parce que ça nous donne de l'importance. Et on ne veut pas qu'on nous laisse dormir comme ça. Et donc je pense que la réalité des faits, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce pays-là? Que non, moi je pensais au niveau du président Thiam, il était avec le président Ouattara et qu'il va venir jouer le cadre de gouvernement. Mais aujourd'hui, les relations sont plus tendues avec le président Thiam, avec le RADP qu'avec le président Bédié. Moi, je peux vous le dire. Parce que le président Thiam... Les relations sont tendues entre le PDCI et le RADP, actuellement, qui n'était avec le président Bédié, après l'épisode de 2018. Parce que moi, je suis quand même proche du président Bédié. Le président Bédié n'est pas quelqu'un qui est assez invective, qui a ces choses. Il a toujours voulu arrondir les choses. Or, nous, maintenant, là, M. Thiam, il est là. C'est nous qui sommes les doyens. Le président Bédié était le doyen, nous, on est le doyen. Et c'est nous qui... C'est vous qui le guidez? On ne le guide pas, mais on est quand même ses conseillers. D'accord, très bien. Donc, entre le président Thiam et Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème. Très bien, Daouda. Les chefs se parlent, vous avez dit. Oui. Et c'est nous, les simples d'esprit, qui pensons que... Il n'a pas dit simple d'esprit. Non, c'est moi qui le dis ça. Il n'a pas dit. Non, c'est moi qui le dis. Ouais. Nous, les simples d'esprit, qui pensons que tout ne va pas bien entre eux. Mais pour M. Breddoumi, qui était un dinosaure, un baobab, j'ai envie de même dire une bibliothèque, l'une des bibliothèques du PDCI RDA. Quand on se rappelle que de 2000 jusqu'en 2010, il a fallu pratiquement 10 ans entre le PDCI et le RDA, le MFA et l'UDPCI pour former ce qu'on appelle le RHDP, à 11 mois d'une élection, où un président dit qu'il ne sait pas mettre des serpents dans son pantalon, il ne sait pas sauter comme un cabri. Donc finalement, est-ce que vous pensez sérieusement que ce que vous dites, est-ce que vous-même vous y croyez, M. Breddoumi? D'ailleurs, ce n'est pas 2010, c'est depuis 2005 que le RHDP a été passé. Merci pour la précision. De 2005. Mais le RHDP, l'idée du RHDP et l'idée du RHDP actuel, c'est ça qui a fait la rupture en 2018. Donc cette idée-là, elle n'est plus, elle a proscrit. Non, la question n'est pas... Moi, ma question n'est pas là. Ma question, c'est là. Je suis en train de vous dire qu'il y a deux options. La première option, c'est qu'on s'accorde pour avoir un candidat. On n'est pas obligé d'avoir une fusion. Au niveau de l'opposition? Au niveau de l'opposition. La deuxième chose, c'est qu'on s'accorde pour aller aux élections et puis on trouve des accords, des désistements ou bien d'appui. C'est ça qui est le problème. Très bien. Dernière relance, une petite relance avant de passer la parole à Marius. Concrètement, avec les propos que M. Tidjane Thiam tient vis-à-vis des autres opposants,
est-ce que vous pensez que ce soit l'option 1 ou l'option 2, quelqu'un le suivrait au cas où c'est lui qui non, est... monsieur Kidian Tiam pose un problème de valeur, pas un problème de population. Donc si les autres n'ont pas de valeur, pourquoi devrait-il le suivre? À la violence, est-ce qu'il y a un seul parti politique qui peut dire que moi, je suis la violence? Mais pourquoi l'a-t-il dit alors? Mais c'est pour dire aux gens que nous devons faire la politique autrement. On a connu trop de violence dans ce pays, vrai ou faux? On a vu des morts. Faisons la politique autrement. Moi, je ne suis pas pour la violence. Donc il y a un parti qui est pour la violence? Non, c'était des leçons à donner. Et je ne pense pas qu'un parti se soit concerné. Très bien. Ah ben si. Merci beaucoup. Merci Daouda. Écoutons Marius Komoé. Alors, sur la question du RHDP, je voudrais donc revenir sur les propos de Daouda pour dire que le PDCI-RDA, rappelons-nous, est membre fondateur en tant que parti de cet organe, de ce outil politique qui a gouverné la Côte d'Ivoire dès la cession du président Ouattara au pouvoir. Vous parlez de rupture, c'est vrai, mais bien avant la rupture, ce parti a amené les Ivoiriens à croire au RHDP, le PDCI bien entendu. N'est-ce pas aujourd'hui une trahison de ce parti, le PDCI-RDA, en ayant amené les Ivoiriens à aller vers le RHDP et puis après nous faire croire à l'ensemble des Ivoiriens que le RHDP est évidemment le diable qu'il faut abattre? Non, d'abord, ce n'est pas un parti que nous avons. Nous avons fait une alliance qui devait s'accorder avec l'ensemble des partis politiques. D'ailleurs, quand je vois le drapeau du PDCI dedans, ça me cœur. Donc, est-ce que vous avez fait une démarche justement on a fait des démarches pour retirer votre logo? Vous savez, selon que vous soyez puissant ou misérable, le jugement de coup vous rendra blanc ou noir, a dit La Fontaine. À un moment donné... Mais votre logo, votre téléphone, il est noir. Daouda, est-ce que vous avez la parole? Non, je pense Notre logo n'est pas noir. C'est du vert blanc. C'est du vert blanc. C'est le logo qui est là. J'ai vu des gens. Nous avons une carte de vote dans l'éléphant noir. C'est différent. Ce n'est pas la carte de vote du RDR qui est dans la case là-bas. Regardez bien. Donc, ça des choses. Vous avez fait donc des démarches? On a fait des démarches. Pour retirer votre logo. Et qu'est-ce qui a été. Qu'est-ce qui arrive en réponse? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Et nous allons faire en ça une des conditionnalités, d'ailleurs, pour que la CEI contienne que si on veut envoyer une carte, un logo, où il y a le PDCI derrière, nous allons déposer plainte à la CEI, à la Cour constitutionnelle. Ils vous ont dit formellement qu'ils refusaient d'enlever votre logo. Donc, ça, de toute façon, c'est des choses, nous allons parler de ça autant que vous me le voulez. Mais pourquoi ils ne veulent pas l'enlever? Parce qu'ils veulent utiliser ça pour tricher les électeurs, comme l'a dit M. Marie. Marie, je reviens à votre question pour dire... C'est une accusation. Oui, nous quand même assez grave, monsieur. C'est pas assez grave, nous leur avons dit. Moi, ce que j'ai dit là, on leur a déjà dit. Pourquoi? Quel est l'objet de garder notre logo si ce n'est pas pour tromper nos militaires? Mais dès lors que vous avez des cadres et non des moindres qui sont encore avec... Oui, mais ils ne sont pas PDCI. Le PDCI est incarné par un parti qui est là, qui n'est pas dissous. Donc, pour venir, ce n'est pas une trahison avec la population. Nous avons mis ensemble une vision commune. De nous associer. L'association que nous avons voulu, ce n'est pas une fusion. C'est une alliance. À partir du moment où on veut faire une fusion, on a dit non à la fusion. Et on l'a expliqué clairement. Ils nous ont traduit en justice. On est allé plusieurs fois, on a gagné. Et vous savez, nous sommes toujours à l'objet d'attaques en fusion. Là, le 16 décembre 2023, les gens oublient qu'on était en plein problème de justice. On n'a même pas pu organiser notre congrès extraordinaire. On est venu. Et nous sommes prudents là-dessus. Donc, nous n'avons trahi personne. La trahison, le président Bédi, au cours d'une interview, m'a dit qu'il a été déçu de cette alliance parce que les engagements qu'il a pris, qu'ils ont pris, les engagements n'ont pas été respectés. Quels étaient ces engagements? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas été écrits, ces engagements? Oui, c'est vrai que ça n'a pas été écrit. C'est vrai que ça n'a pas été écrit. C'est ça la confiance. Vous savez, le président Bédié, il est d'une certaine génération. Mais comment les Ivoiriens, justement, arrivent à faire la différence, justement? C'était quoi, ces engagements? Puisque ça n'a pas été écrit et vous dites des choses, alors les Ivoiriens se situent à quel niveau? Le président Bédié l'a exprimé en son temps, de son vivant. Il a dit qu'ils ont fait les accords devant témoins. Il n'a pas dit que c'est écrit. Malheureusement, lui, il est mort. Et il nous a dit, à partir du moment où ces engagements n'ont pas été tenus, on se retire. On s'est retiré. Donc, quand on se retire, on enlève notre logo, puis les gens font leur chemin. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, quand vous vous séparez, même dans un mariage, quand vous séparez, que chaque fois vous êtes en train de parler de votre ex, c'est comme si vous avez quelque chose qui vous amène là-bas. Nous, on n'a plus de problème d'ex. Nous sommes en train de partir. Nous, on veut prendre le pouvoir. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Donc, vous voyez, c'est notre problème. Monsieur Brendoumi, tout récemment, Pascal ensuite. à Yopougon, M. Jean-Louis Bion a été justement invité par les populations d'Andokwa au fin donc de les entretenir sur la vie du parti. C'était à Andokwa, Yopougon. C'était donc des militants du PDCI qui l'avaient invité. Et tout dernièrement,
il a accordé une interview à un confrère de La Place, une interview qui sera certainement diffusée très bientôt. Nous apprenons dans les coulisses que le PDCI veut également aller faire un autre meeting à Andokwa Yopougon et également demande à passer sur la même chaîne de télévision où M. Jean-Luc Bion est passé pour son interview. N'est-ce pas Jean-Luc Bion qui fait fonctionner ou bouger le PDCI? Non, c'est vous qui m'avez, c'est Jean-Luc Bion qui a fait, vous m'avez invité ici. Non, moi je suis tous les jours que Dieu fait, j'ai une demande d'interview. Et je cherche ça en fonction des pas. Donc au contraire, c'est le PDCI RDA qui fait bouger le pays. Là, je peux être d'accord. Très bien. Et c'est pas Jean-Luc Bion qui fait. Lui, il veut rattraper son état. Jean-Luc Bion, c'est un cadre du parti. Ah oui, moi je suis un cadre du parti. Oui. Et je suis un porte-parole. Et vous marchez tous la main dans la main pour le parti. Oui, c'est ça, mais quand il va rencontrer la population, mais il ne rencontre pas dans le cadre du PDCI RDA. Parce qu'il rencontrer les délégués, rencontrer les choses, il y a une demande officielle qui s'est faite. Et en ce moment-là, vous allez, vous le faites. Il peut le faire, il est délégué, il peut le faire. Il anime son truc. Mais dire qu'il va parler au nom du PDCI, ça, c'est pas. Il n'a aucune autorisation, il n'a aucun truc pour le faire. Mais il est libre en tant que citoyen de rencontrer la population. Très bien. Voilà. Alors, Soumaïla Brindoumi, alors, pour 2025, sur quoi les Ivoiriens devraient donc se peser pour dire que donnons toutes les chances à Tidiane Thiam afin qu'il devienne le président de la République? D'abord, pour terminer. Merci beaucoup, madame, pour cette question. D'abord, les Ivoiriens aujourd'hui mangent-ils véritablement à leur faim? Pour la question aux Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens se soignent plus facilement? Aux Ivoiriens de répondre, est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir des emplois comme ils veulent pour leurs enfants? M. Ouattara l'avait dit également. Non, attendez, les Ivoiriens... Permettez à ce qu'ils répondent, je vous en prie. Les Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens, quand ils dorment, ils ont un sommeil tranquille? Nous, on dit, notre objectif, c'est de venir mettre l'homme au cœur du développement. Les richesses qui sont créées, il faut que les Ivoiriens en profitent. Il faut que les Ivoiriens bénéficient d'égal traitement. C'est ce qu'on appelle l'équité. D'égal traitement. Que ceux qui en ont moins, que ceux qui en ont plus puissent les aider. Que notre environnement soit protégé pour les générations à venir. Que nos productions agricoles nous permettent de nous nourrir, de les transformer. Qu'on arrête d'exporter après 25 ans, 35 ans les matières brutes. Que les ressources nouvelles qu'on trouve, qu'on puisse le faire. Qu'il y ait la transparence, qu'il y ait moins de vol de nos ressources. Tous les mois, il y a au moins un problème de détournement. Tous les mois. Tous les mois, je viens de voir avant de venir, il y a un autre qui est sorti. Tous les mois, sanctionner aussi. Tous les mois. Mais sanctionner ou pas, tous les mois, il y a quelque chose. Moi, je ne veux pas tomber des sanctions. Mais vous parliez... Qui parle, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Non, on a demandé qu'est-ce qui fait la spécificité de Tidiane Thiam. Là, vous êtes en train de parler de programme, pas de l'homme. C'est la transparence. Oui. On reste dessus. C'est l'efficacité dans l'action. C'est l'homme au cœur de son développement. C'est l'éducation. C'est la santé, c'est la formation et c'est surtout la conservation, la gestion durable des ressources. Merci. C'est ça qu'il faut maintenant. Et je demande aux Ivoiriens de s'apprêter à avoir un nouveau leadership et que moi, Bredemi, je leur dis, ils n'ont qu'à faire confiance parce qu'il y a Dieu que Dieu seul. Nous sommes proches du pouvoir et en 2025, Tidiane Thiam va prendre le pouvoir. Ils n'ont qu'à venir ensemble pour qu'on puisse célébrer cette victoire. Très bien. Alors, on rappelle, M. Soumaïla Brindoumi, que le président Tidiane Thiam sera à Boisseau le samedi prochain 21 à la place Elenga pour rencontrer les militants et s'adresser aussi à la population ivoirienne à l'occasion de sa première année à la tête où il fera le bilan et lancera les perspectives. Et pour ceux qui avaient peur qu'il ne soit pas candidat à cause d'une nationalité qu'il aurait donc eue auparavant, vous rassurez pour terminer qu'il n'a aucun problème, il est candidat pour cette élection. Ce que les Ivoiriens doivent retenir, c'est que Tidiane Thiam sera président. Pour être président, cela dit qu'il est candidat. Il sera président, il faut bien qu'il soit voté d'abord. Il faut bien qu'il soit choisi. Attendons que le Conseil constitutionnel... En tout cas, merci. Quand tu n'as pas de problème, on ne peut pas te récuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soumaïla Brindoumi, d'être venu. Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Permettez-moi de remercier, déjà de m'incliner sur la mémoire de Monsieur Lucien Kassi-Kouadio, qui est notre éminent footballeur éléphant, vainqueur en 92. C'est ça. Donc, le feu Lucien Kassi-Kouadio nous a quittés il y a quelques jours. J'aimerais présenter mes condoléances à toute sa famille et remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son consul général et tous ses collaborateurs qui ont facilité le retour de l'administration pour la famille. Merci beaucoup. Nous pensons aussi à Kona Aboulaye qui a été
aussi président du Denguelé, qui est un grand dirigeant. Un grand dirigeant. Donc, puisqu'on parle de sport, et lui aussi, merci en tout cas, vous faites bien de mentionner ces points-là. Voilà. Merci Pascal, merci monsieur le porte-parole. Herman, merci infiniment. J'allais dire Pascal. Marius, Daouda, merci. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. C'est l'année de la jeunesse. Saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle. C'est votre jour de chance. Cette émission vous a été présentée par la LONASI. Bonjour chers amis turfistes et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Instant PMU. L'arrivée de la course nationale 1 de ce jour, jeudi 12 décembre, est la suivante. 4, 7, 12, 2, 1. Les rapports du jour sont les suivants. Quintet dans l'ordre, 4 631 200 francs CFA. 0 gagnant. Quintet dans le désordre, 423 300 francs CFA. 7 gagnants. Quarté dans l'ordre, 858 700 francs CFA. 0 gagnant. Quarté dans le désordre, 322 000 francs CFA. 4 gagnants. Tiercé dans l'ordre, 201 100 francs CFA. 20 gagnants. Tiercé dans le désordre, 40 200 francs CFA. 63 gagnants. N'ayant eu aucun gagnant sur l'ordre du quintet et du quartet, les cagnottes générées seront reportées au jeudi 19 décembre 2024. L'arrivée de la course nationale 2 de ce jour, jeudi 2 décembre, est la suivante. 9, 11, 15, 5, 10. Les rapports du jour sont les suivants.